Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes assez particuliers, des billets de blog de début 2009. Oui, signé Mourad Aga Daftardar. Il commente l'actualité de l'époque, le convoi de George Galloway pour Gaza par exemple. Exactement, mais ça va plus loin. Notre idée, c'est de voir comment ces écrits analysent les tensions, les conflits. En les reliant à l'histoire, mais aussi, et c'est ça qui est frappant, à des lectures prophétiques. Voilà, c'est une perspective assez unique sur un moment charnière. Alors, on y va. Allons-y. Dès le départ, ces textes mettent le doigt sur une division profonde Mhm. dans le monde arabe. Oui, un sentiment de désunion. L'auteur, il remonte ça à Saïx-Picot à Balfour. Tout à fait. Ces accords qui ont redessiné la région. Il prend l'exemple de la frontière Maroc-Algérie, Zouj-Brayal. Fermé à l'époque. Un symbole fort, en effet. Et face à ça, l'initiative de Galway, par exemple, elle est vue comme un peu symptomatique D'une dépendance. d'une inaction interne qui laisse la place à l'extérieur. C'est un peu ça l'idée. Une sorte de paralysie arabe face à laquelle on attendrait l'intervention étrangère. Et ce sentiment de fragmentation, les sources le connectent aussi à autre chose. Ah oui, À la chute de l'Empire ottoman, bien sûr, mais aussi aux héritages coloniaux, qui persistent. comme l'usage du français. Par exemple, oui, le français, dans certaines administrations, même quand on parle d'arabisation, ça interroge sur la souveraineté réelle, quoi. L'influence extérieure qui perdure donc. C'est ça. Les textes parlent aussi de février 2009, comme un mois sombre. Oui, il y a des rappels d'événements tragiques. Hama en 82. Les assassinats de Hariri, Mougonière, les attaques sur Gaza qui continuaient. Et une critique assez vive de la manière dont on semble clore ces chapitres. Comment ça? Avec des phrases un peu définitives, genre ce qui s'est passé à Hama est arrivé, c'est fini. Ou par des arrangements politiques. Autour des cessez-le-feu, par exemple. Voilà, on sent une critique de ce qui est perçu comme une forme d'impunité, une gestion politique qui occulte un peu la justice pour les victimes. D'accord. Les sources pointent aussi un contraste dans le traitement par la justice internationale, certains dirigeants, d'autres acteurs. Une justice à deux vitesses, en quelque sorte. C'est un peu l'idée suggérée, oui. Une politisation des normes. Ce manque de résolution, ça devait nourrir le malaise, non? Ah bah oui, sûrement. Et c'est peut-être là qu'on arrive au plus étonnant. Les prophéties. Exactement. L'auteur connecte tout ça, tous ces événements de 2009, à des interprétations prophétiques, issues d'un livre des hadiths. Des paroles attribuées au prophète Mahomet. C'est ça. Par exemple, les sièges. Celui de l'Irak par les Hadjam, les non-arabes. Et ensuite, celui du Cham, Syrie, Palestine, par les Roum, les Occidentaux. Pour l'auteur, en 2009, c'était des signes déjà accomplis. Des signes qui annonçaient quoi, selon lui? L'arrivée future d'un calife, le Mahdi. C'est cette lecture des événements contemporains à travers ce prisme eschatologique qui est saisissante. Oui, c'est assez fascinant de voir comment des faits géopolitiques sont décodés comme ça via des textes anciens. Une quête de sens face au bouleversement. Sans doute. Et il faut bien préciser ici, on rapporte juste la perspective des sources de 2009, cette tentative de faire correspondre prophétie et actualité. On ne porte aucun jugement là-dessus. Absolument, c'est crucial de le rappeler. Et l'auteur ne s'arrête pas là. Il voit d'autres signes potentiels. Ah oui? Lesquels? Une séquence historique de régimes politiques qui mènerait à un califat final, la description de la mosquée du prophète vue du Haut-Houd comme un palais blanc. Et il trouvait que ça correspondait en 2009. Apparemment, oui. Il y a aussi la prise de la grande mosquée de la Mecque en 79, vue comme un prélude. À l'arrivée du vrai Mahdi, donc. C'est l'interprétation. Il y a même des identifications possibles de figures de l'époque. Les drapeaux noirs, Les talibans? c'est suggéré, ou une figure Aziz liée au président érythréen Afwerki, et même des liens avec la succession saoudienne d'alors. C'est très détaillé comme lecture. Ça montre une volonté d'inscrire le présent dans un grand récit, une trame, prédéfinie presque. Tout à fait. Ça pose bien sûr des questions importantes sur l'interprétation des textes sacrés face à la réalité politique, qui, elle, bouge tout le temps. Une prophétie mentionnée est particulièrement graphique. Elle parle d'un son, un événement sonore majeur. Azida ou Kaza, Oui. prévu pour un vendredi, mi-ramadan, avec des séismes
et il faudrait se protéger d'une certaine manière. Et les sources mentionnent même des tentatives d'explication scientifiques. Oui, par l'arrivée d'un corps céleste ou quelque chose comme ça. Ce qui ressort de tout ça, c'est ce besoin de déchiffrer les signes des temps. Une démarche pas nouvelle, mais qui revient fort dans les périodes de crise, on dirait. En résumé, donc, ces textes de 2009 nous ouvrent une fenêtre sur une perception du monde arabe, fracturée, marquée par l'histoire. Et où certains cherchent du sens en lisant l'actualité à travers ce filtre prophétique. Le point important à retenir, je crois, c'est cette manière très active de réinterpréter les événements. Oui, de les intégrer dans des schémas narratifs anciens, qu'ils soient historiques ou eschatologiques. Exactement. Par cet observateur, à ce moment-là, C'est une illustration de la façon dont on peut chercher à donner du sens au présent. et ça amène une question pour la réflexion peut-être, comment est-ce que notre lecture du passé et notre vision de l'avenir, qu'elles viennent de l'histoire, de prophéties ou d'ailleurs, comment ça influence notre façon de vivre et de comprendre le moment présent. Surtout quand tout semble changer très vite. Voilà, c'est la fin de notre exploration pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci.